Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Laura Moretti. Elle est CEO du Crypto Daily. Comment tu vas, Laura? Salut Romain, bah écoute, ça va super. Écoute, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Yes, c'est clair. Et puis, ça donne toujours la pêche de commencer par un épisode de podcast. Donc, écoute, la tradition du podcast, c'est qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Alors, première question, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3? Ouais, écoute, j'ai un parcours un petit peu atypique, comme beaucoup de gens dans notre écosystème. À la base, j'ai un background en communication et événementiel, mais rien que pour en arriver là, j'ai vraiment eu 5 ans de vie. Je suis quelqu'un de plutôt curieuse et passionnée, en plus d'être persévérante. Certains diront bornée d'ailleurs. En gros, quand j'ai une passion, bah, je vais vraiment au bout des choses. Et là, bon, j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais globalement, en fait, ce que je faisais, plus spécifiquement, les dernières années avant de me professionnaliser dans le secteur, c'était, de la logistique pour des événements, B2B, plus spécifiquement de l'hébergement et du transport pour des gros événements, donc B2B en France ou en Europe. Ouais, voilà, c'était déjà ça ma plus grosse activité, même si j'avais toujours plusieurs casquettes, parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses. On verra par la suite, je pense. Yes, carrément. On verra toutes ces casquettes, comme tu dis, par la suite. Alors, du coup, est-ce que tu peux me dire quel a été ton premier contact avec probablement les cryptos? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es intéressé à ce secteur? Écoute, je suis rentrée donc dans les cryptos à la base par l'investissement. J'ai profité de périodes de creux dans mon activité, surtout liée au Covid, pour vraiment me spécialiser, essayer de comprendre un peu plus ce en quoi j'investissais. Et ce qui m'a fait vraiment me professionnaliser, alors il y a plusieurs choses. Je dirais premièrement, j'ai remarqué que moi, comme je le disais en intro, qui suis une personne plutôt curieuse et passionnée, il y avait vraiment, enfin, quand on parle du rabbit hole de la blockchain, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus on creuse et plus il y a à découvrir. Donc voilà, déjà ça, c'est un secteur aussi où il n'y a pas de routine. Finalement, il y a tellement d'innovation que chaque jour est différent, chaque projet à diguer est différent. Donc ça, c'est aussi un point qui fait que ça me motive. Enfin, je savais que ça allait me motiver au quotidien à sortir de mon lit. Puis après, c'est un secteur d'activité que je trouve assez accessible, avec des personnes qui sont plutôt bienveillantes et tu peux facilement, tout le monde est joignable, ou tu es à une ou deux personnes de rencontrer vraiment toutes les personnes, enfin tous les builders de l'écosystème. Ça, c'est super intéressant aussi parce que les choses peuvent aller très très vite quand on se donne les moyens. Et puis plus généralement, après, ce qui me fait vibrer, c'est le fait de, en tout cas, c'est mon avis, j'ai l'impression de participer à quelque chose de plus grand finalement, on va dire, probablement l'avenir de notre société. Je me souviens pas très bien d'internet, mais j'ai vraiment l'impression que on est aux prémices de ce qu'internet a pu offrir à la société. Donc voilà, c'est contribuer à quelque chose de plus grand, quoi. Yes, on est bien d'accord et ouais, c'est vrai que c'est appréciable dans ce secteur, ce côté accessibilité, comme tu disais, qu'on peut quasiment toucher tout le monde assez rapidement et ça c'est ouais, c'est vrai que c'est vraiment propre au Web3. Dans le monde plutôt corporate classique, tu as l'impression qu'il y a des personnes, tu sais, qui sont intouchables, tu pourrais jamais y accéder et ça c'est vraiment cool. Alors du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sais, t'as pas fait comme une grande partie des gens finalement, tu t'es dit bah je continue voilà à investir, voilà, à faire peut-être grossir mes bagues, etc., à suivre l'écosystème parce que c'est passionnant. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, tiens, je vais vraiment bosser dans ce domaine-là? Comment tu t'y es pris? Quelles ont été un peu les étapes avant qu'on arrive à ce que tu fais aujourd'hui concrètement en termes de casquette, on va dire? Bah, justement, en fait, déjà, donc, j'ai digué un peu les projets, je me suis auto-formée. Il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes dans notre écosystème, et ça aussi, c'est quelque chose de très appréciable, je trouve. Le débat, c'est pas de dire est-ce que notre système éducatif est assez compétent ou pas et est-ce que les diplômes pèsent vraiment dans la balance, mais en tout cas, je sais que les personnes les plus motivées avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler, c'est les personnes autodidactes, tu vois. Donc, déjà, pour répondre à ta question, je me suis auto-formée.
J'ai rejoint aussi des petits groupes, donc mi-investisseurs, mi-professionnels builders. C'était voilà des connaissances, je sais que tu en connais certains aussi d'ailleurs, pour lesquels j'ai fait donc des analyses fondamentales de projet, puisque c'était ce qui me plaisait le plus, hein. Il y en a qui se tournaient vers l'aspect analyse technique, tu vois, et là, ils étaient vraiment, je pense, dans l'optique de devenir plutôt trader ou en tout cas de jouer sur l'aspect spéculatif des cryptos. Moi, ça m'a jamais trop intéressé. Par contre, de faire des analyses fondamentales pour comprendre ce que voulaient créer les projets et comment ils voulaient se plugger en fait à la société, qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter de plus ou de moins de ce qui existait déjà. Donc ça, et puis après, j'ai commencé par de la rédaction pour pouvoir justement poser toutes mes idées. Et puis parce que j'ai compris que c'est comme ça que j'arrivais à. Enfin, plus j'écrivais, même si il y a des contenus d'ailleurs que j'ai écrits que j'ai jamais publiés finalement. Mais ça me permettait de poser mes idées et d'apprendre en fait en écrivant tout simplement, de creuser, de me dire ah non mais là il manque un trou dans la raquette, j'écris un article là-dessus, mais finalement je me rends compte qu'il manque une information. Et puis j'ai fait la formation consultant de blockchain chez Alira il y a plus de 2 ans, ouais, maintenant, ouais, bien plus de 2 ans. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai utilisé mes connaissances passées dans le marketing et la communication au service de projets, en fait, justement. Donc, j'ai accompagné, entre autres, des projets sur des phases de lancement et dans leur communication, quoi. Voilà un peu le parcours. Ok, merci beaucoup. Bah, hyper intéressant. Et ouais, je te rejoins sur le côté. Je trouve que l'écriture, en tout cas, moi, je le vis aussi avec la newsletter Chain Reaction. Quand on écrit sur le Web3, ça pousse vraiment à aller au bout des choses. Et je trouve effectivement ouais qu'on va plus loin que quand on est simplement lecteur parce que bah voilà il faut aller au bout des choses pour apporter du contenu de qualité. Donc ouais je suis d'accord avec toi, c'est un excellent moyen de diguer jusqu'au bout des choses. Ce que je te propose maintenant, si ça te convient, c'est que bah, tu nous parles finalement de tes différentes activités à aujourd'hui. Alors bon, quand on regarde ton profil LinkedIn, tu es notamment alors COO du Crypto Daily, tu es aussi formatrice chez Alira, globalement consultante blockchain. Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces casquettes, celle qui t'occupe le plus aujourd'hui et voilà comment tu t'organises? Bah, du coup, oui, mon activité principale, donc, c'est d'être CEO du Crypto Daily. CEO, donc directrice des opérations, ça va un peu tout dire et rien dire, hein, suivant les entreprises, mais c'est vraiment un poste assez couteau suisse. On va dire que mes grandes missions, c'est de coordonner les équipes, de les aider à être les plus productifs, à monter en compétences aussi, pour le meilleur rendu du média finalement. Leur management au quotidien, dans ce qu'il s'agit de leur planning aussi, de comment ils travaillent, avec quels outils, etc. Puis plus généralement, de gérer donc le calendrier édito, de faire le suivi des clients et de gérer les budgets du Crypto Daily. Je pense qu'on va dire que c'est à peu près ça mes 4 grands focus au quotidien au Crypto Daily. À côté de ça, comme tu disais, donc je suis passée de l'autre côté de la barrière puisque enfin, après ma formation consultante blockchain, quelques mois après, l'équipe d'Alira m'a proposé d'être formatrice. Donc là, ça fait déjà plus d'1 an et demi que j'accompagne les élèves de la formation consulting, maintenant elle s'appelle consulting blockchain, dans leur apprentissage. J'interviens sur toutes les promos et j'interviens plusieurs fois dans des sessions de Q&A, de questions-réponses par rapport à ce qu'ils apprennent sur les cours asynchrones, par rapport à mon parcours, par rapport à leur projet professionnel. Et ensuite, cette casquette de consultante que j'essaye de retrouver un peu parce qu'en fait, ça me manque, vu que je me suis pas mal éloignée de la prestation de service ces derniers mois et que mine de rien, j'aimais bien quand même pouvoir me sentir utile et apporter mes connaissances à des projets de blockchain construits par des builders, tu vois, qui ont vraiment un focus dans la blockchain, dont le projet est vraiment focus dans la blockchain. Et là, du coup, pour l'instant, c'est quelque chose que je laisse pratiquement, enfin, qui est secondaire, que je laisse vraiment en second plan, quoi. Là, actuellement, j'ai accompagné dernièrement, il y a un mois, un petit projet par rapport à au fait de aller chercher une stratégie de lancement, aller définir où est sa cible, essayer de faire grossir sa communauté d'un point de vue stratégique. C'est quelque chose que voilà, je laisse sur mon CV parce que enfin sur mon CV, sur mon LinkedIn parce que c'est quelque chose qui me plaît. En plus, je suis en train de travailler avec, enfin, je me suis construit une petite équipe de différents professionnels de l'écosystème. Donc, il y a un tokenomiste, un product manager, un avocat avec qui je travaille tout le temps. Donc, quand on a besoin voilà, s'ils ont besoin de marketing, ils vont venir vers moi. Quand j'ai besoin de légal, je vais venir vers correspondant avocat, etc., etc. Donc, c'est pour ça que ça marche encore un petit peu, mais bon, mon focus n'est pas là-dessus. Et du coup, quand je t'entends parler, j'ai l'impression quand même que tu as vraiment envie aussi de garder un pied sur le terrain et de pas t'éloigner trop, on va dire,
ouais, de la réalité pour, je pense aussi rester, on va dire dans le vrai et pas perdre aussi, peut-être tes compétences parce que même si voilà, tu baignes au quotidien dans Mmh. l'écosystème, effectivement quand on n'est pas on va dire dans un projet ou directement en conseil avec le projet, on peut avoir le sentiment de peut-être de s'éloigner un peu de la réalité, non? C'est ça. C'est vrai que, ça a été une grosse frustration aussi ces dernières années quand, il y a un moment où, voilà, je j'avais plus le temps, à titre personnel de continuer à faire ma veille, on va dire, et ni de mettre les mains dans le cambouis. Parce que justement cet aspect, marketing communication me prenait trop de temps et du coup, c'est vrai que, là, ça me permet avec ces 3 casquettes-là, ça me permet sous différents angles d'apporter à l'écosystème et en même temps d'enrichir, mes connaissances, de rester en veille. Donc, ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Yes et peut-être pour revenir au Crypto Daily, voilà, on a vu que vous aviez testé beaucoup de choses ces derniers temps. Il y a beaucoup de nouveaux formats qui sont sortis, il y a notamment des newsletters dont une, très qualitative je trouve sur les NFT. C'est peut-être tu peux nous dire quelques mots aussi sur, bah, voilà, sur les prochaines étapes du Crypto Daily et sur la roadmap? Ouais, tout à fait. Bah, écoute, en fait, là, 2024, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de se tester. De tester, notre audience, de tester d'essayer de comprendre de plus en plus qu'est-ce que veut notre communauté et qu'est-ce qu'elle veut pas. On dit qu'on a la communauté qu'on mérite et qui nous ressemble quoi, finalement. Donc c'est vraiment d'aller, proposer un maximum de diversité de contenu. Donc beaucoup sur de la newsletter en effet, beaucoup aussi sur des formats vidéo. Là on a pris un créneau je pense qui était pour l'instant, très peu développé, c'est, le divertissement, sur la vidéo. On a sorti des différents types de formats de vidéo comme, le crypto drink, le crypto show, qui sont plus, voilà, plus dans de l'animation et du divertissement, tout en ayant toujours pour but de, évangéliser les sujets, les concepts et les lier à de l'actualité puisque c'est quand même le cœur de sujet du Crypto Daily. Ça donc continuer là-dessus, sur 2024 pour consolider en 2025. Probablement que d'ici 2024, on testera encore de nouveaux formats et en 2025, on va consolider sur ce qui marche le mieux et puis aussi une volonté de s'internationaliser au moins, au niveau européen en tout cas avec, donc une newsletter anglophone, qui, est déjà live un peu, en sous-marin pour l'instant et puis peut-être différents types de formats de contenu aussi, sur, probablement, de l'article et du média pur. C'est quelque chose sur lequel on va pas pour l'instant, quoi. OK, bah, merci beaucoup, Laura pour ça. Je voulais revenir sur ton rôle de CEO. Alors tu l'as dit, c'est un rôle qui revêt, différentes facettes et qui peut être différent en fonction des entreprises dans lequel, on l'exerce. Mais, grosso modo, tu dirais que c'est quoi peut-être les deux trois qualités indispensables, d'un bon CEO, dans un projet Web3? Alors, je pense qu'il faut énormément d'ouverture d'esprit pour, les interactions avec les personnes, en fait, parce qu'on a affaire vraiment à des profils différents. C'est ce qui est hyper enrichissant et je pense que c'est ce pourquoi, j'adore, mon rôle. Mais, du coup, comme je disais, finalement, il n'y a pas d'archétype du builder ou, même du professionnel dans le Web3. Tout le monde vient avec son background qui est vraiment très différent de l'un à l'autre et du coup, c'est donc déjà énormément d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité puisque franchement, il y a pas 2 journées qui se ressemblent. Ça se passe jamais vraiment comme, les journées se passent jamais vraiment comme tu as prévu. Donc, adaptabilité, ouverture d'esprit, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas mal de créativité aussi puisque, il y a beaucoup de choses enfin, en tout cas, sur un média, tu vois, il y a beaucoup de choses à construire. Il faut quand même, pouvoir, sortir des choses un peu différentes parce que sinon ça a pas de raison d'être. Moi, je suis pas fan d'ailleurs, c'est ce qui me déplaisait actuellement et j'étais déjà consommatrice du Crypto Daily juste pour ça. C'est parce qu'initialement, le Crypto Daily, c'est un agrégateur de contenu finalement parce que, on va mettre en avant on va sélectionner 10-15 news qui nous paraissent pertinentes pour rester en veille, créées par d'autres médias, plutôt que de surenchérir pour redire la même chose qu'ont dit les autres médias de la même façon. Moi, je trouve qu'on est dans un système d'infobésité où vraiment avec de l'économie de l'attention, tu vois, et je pense qu'au contraire, essayer de faire gagner du temps à notre audience et éviter de lui rabâcher les mêmes contenus, c'est important. Donc, rester assez créatif pour pouvoir, bah, servir cette mission-là. Voilà,
Je sais pas, il y a probablement des choses que j'oublie, hein, c'est sûr et certain, mais à chaud comme ça, c'est ce qui me viendrait, quoi. Ok, non, écoute, c'est déjà pas mal tout ce que tu nous as donné. Alors, tu nous en as parlé un petit peu au début de ce qui te hypait dans cet univers Web3, mais est-ce que tu pourrais peut-être revenir un peu plus en profondeur sur le sujet? Voilà, qu'est-ce qui toi, en tant que buildeuse Web3 aujourd'hui, te fait vibrer dans cet écosystème et te donne envie voilà, de continuer à y contribuer fort? En fait, il y a plusieurs choses. Alors déjà, justement, cette diversité de personnes, la diversité des points de vue, qui permet vraiment heu, d'ouvrir, son esprit et de voir les choses sous différentes perspectives, de comprendre que, enfin, moi, j'aime bien justement, me remettre en question, en fait. J'adore me remettre en question parce que je trouve que c'est comme ça que je m'améliore. Donc du coup, de par les échanges avec les gens, et justement avec des personnes très différentes d'un projet à l'autre, enfin, d'ailleurs, c'est fou de se dire que au sein même d'un écosystème où, justement, on est très peu nombreux et en fait, on sert tous le but d'essayer de faire comprendre et d'adopter, cette technologie, on arrive quand même parfois à se tirer dans les pattes, tu vois? Les Bitcoin Maxi versus Ethereist, bon, OK, c'est parfois c'est un titre de bonne vidéo, mais c'est aussi, une réalité, tu vois? Donc au contraire, j'adore, être un peu le liant dans tout ça, essayer de comprendre un peu les points de vue de chacun, de voir comment ça peut les faire évoluer. Donc ça, le potentiel, tout le chemin qui reste à parcourir pour arriver à une vision. Après, elle est différente de l'un à l'autre, ça aussi, c'est très intéressant. Et puis l'évolution donc du secteur que moi déjà je constate en 3 ans où je me suis professionnalisée, l'évolution des membres de mon équipe, des gens avec qui je travaille, la reprise en compétences, en autonomie et puis ma propre évolution aussi, et je vois que je suis plus du tout la même qu'il y a un an. Je pense qu'il y a un an, j'aurais jamais peut-être osé prendre la parole sur un podcast ou sur parfois dans des événements et cetera. Donc rien que ça, j'adore sortir de ma zone de confort et c'est le cas tous les jours. Donc je pense que c'est ça aussi qui me fait me lever le matin et qui me fait vibrer, c'est, ce que, cet écosystème crée de nous, si on se laisse le droit d'en profiter, quoi. Yes, je suis bien d'accord avec toi, hein. C'est clair que ce secteur-là nous demande tous les jours presque de sortir de sa zone de confort et de se faire mal. Donc bon, voilà, c'est à prendre en compte. Et d'ailleurs, ça fait la transition avec la question que je voulais te poser maintenant. C'est voilà, si tu devais donner un ou deux conseils à quelqu'un qui veut travailler dans le Web3, bah, ce serait quoi? Donc peut-être voilà, à mon avis, peut-être le premier que tu donnerais serait déjà de voilà d'être prêt à se remettre en question, je pense très régulièrement et aussi à pas avoir peur de l'effort. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois? Ouais, je pense que je dirais donc d'aller au contact des gens, d'avoir l'esprit ouvert et de s'entourer de personnes plus qualifiées que soi. Ça, c'est plutôt très concret, comme conseil, mais justement il y a beaucoup d'ego, hein, quand même dans cet écosystème, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance et d'entraide. Donc parfois, dézoomer en fait et de se dire: «Bon, bah, c'est pas important en fait, au contraire, il vaut mieux que je m'entoure de personnes qui soient plus qualifiées que moi». Moi, je fais souvent des masterminds avec des entrepreneurs. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai besoin de monter en compétences, je le sais, l'entrepreneuriat, puisque c'est mes premières expériences en tant qu'entrepreneur. Ça fait 3 ans là maintenant. Et du coup, je fais pas mal de mastermind avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience là-dessus que moi. Enfin, mastermind, c'est un grand mot, hein. On se prend une demi-heure, 3/4 d'heure toutes les 2 semaines en fait, et on pose en fait un problème, on y réfléchit ensemble, quoi. Et c'est ouais, voilà, c'est vraiment de se servir des compétences des autres et pour monter en compétences et pour peut-être aussi de se rassurer de ce syndrome de l'imposteur. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde et c'est normal puisqu'on est dans un écosystème où, finalement, il y a personne qui est vraiment un sachant, tu vois? Il y a pas d'expert, c'est faux. On peut pas être expert dans un écosystème qui est si jeune ou alors expert niché sur une verticale spécifique, mais c'est tellement large. C'est comme si je disais: «Je suis expert internet». Non, c'est pas possible, en fait, tu vois? Donc c'est, voilà, dézoomer et de pas trop prendre les choses au sérieux et c'est vrai qu'on a pas mal tendance à intellectualiser beaucoup de choses aussi dans cet écosystème. Donc juste de dézoomer et de kiffer, ça aussi, c'est pas mal, je pense. Yes, yes, carrément. Bah ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça va hyper vite et je trouve que c'est très facile de se laisser dépasser, même quand on est déjà expert sur un sujet. Enfin, tu vois, on peut être
hyper expert sur l'environnement Ethereum, etc., et puis complètement loupé, par exemple, ce qui se passe en ce moment sur Solana, ou être tu sais, hyper Mm. chaud sur les NFT dans l'environnement Ethereum, et puis être passé complètement à côté des ordinals. Et en fait, ouais, c'est vrai que ça peut aller très très vite. Donc ouais, c'est pas évident de ne pas se laisser se dépasser. Donc bon, voilà, en tout cas. Mm. Oui, euh, il faut bien s'entourer aussi, tu vois, et mutualiser un peu les compétences, les connaissances et les passions de chacun, finalement. C'est ce qu'avait fait, bon, je le place, Antoine, que tu connais aussi d'ailleurs, hein, et c'est comme ça que j'ai commencé, quand je disais un groupe d'investisseurs avec lesquels j'ai commencé à faire de l'analyse fondamentale, c'était avec lui, et finalement, il a ramené plusieurs personnes qui ont des compétences sur différentes verticales, et en fait, qui vont faire le travail pour les autres sur un écosystème spécifique. À la base, c'était construit en écosystème. Et comme ça nous permettait d'être à jour tous facilement, quoi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment mutualiser les compétences et rester dans ce, ouais, dans cette volonté de partage, quoi. Alors, ce que je te propose pour les deux, trois dernières questions qui nous restent, bah, c'est des questions un peu plus personnelles. Mais du coup, si tu devais me parler d'un projet coup de cœur du moment qui te hype particulièrement, ou si tu es plus à l'aise d'une tendance que tu suis, tu me parlerais de quoi? Je pense qu'il n'y a pas des centaines de raisons finalement d'utiliser la blockchain. Enfin, oui, quand je travaillais vraiment en tant que consultante, une des premières questions que je posais, c'était pourquoi en fait, pourquoi la blockchain dans votre projet? La plupart des projets ne savaient pas. Moi, pour moi une réponse un peu bien standardisée là-dessus, c'est que pour moi la blockchain c'est vraiment fait pour créer des nouveaux modèles et des nouveaux mécanismes économiques qui soient plus vertueux et plus éthiques. Et un sujet moi qui me parle énormément, et qui est, je pense, transverse par rapport à toutes mes différentes casquettes, c'est l'économie de la donnée. Donc l'économie de la donnée, c'est très très large, mais moi qui suis issue du marketing, tu sais, il y a tous ces fameux adages, si tu payes pas, c'est que c'est toi le produit. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me va et je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et je pense que, par exemple, la blockchain a toute sa place pour résoudre ça. Et encore plus d'ailleurs avec l'arrivée de l'IA, qui va complètement, je pense, bouleverser le secteur de la data. On va difficilement avoir la possibilité enfin, la possibilité, on va l'avoir, mais en tout cas, la compétence pour pouvoir savoir si la donnée est fiable ou pas. Donc justement, en fait, moi, je dirais que déjà, tout ce qui émerge, IA et blockchain, ça a totalement du sens. Et après, tout ce qui tourne autour des technologies de ZKP, donc preuve à divulgation nulle de connaissances, pour prouver qu'on connaît une information sans la révéler, et puis du chiffrement homomorphe qui permet justement d'utiliser ces informations, l'information que contient la donnée, on va dire, mais sans accéder à la donnée elle-même, donc justement pour pas éviter de corrompre des données qui peuvent être sensibles pour les personnes, mais quand même qu'elles puissent servir à des fins, même si c'est à des fins commerciales, ça me va, mais juste de pas corrompre la donnée et essayer de la fiabiliser un maximum. Donc c'est un peu les grandes tendances enfin en tout cas les deux grandes technologies qui vraiment me hype et sur lesquelles j'ai vraiment envie de voir l'évolution. Je vais pas citer de projet spécifiquement. J'en ai un qui me hype pas mal. J'en ai parlé il y a pas très longtemps aussi publiquement, mais c'est ZK Microphone, tu vois, qui a du sens, je trouve, parce qu'il explicite un peu ça. C'est-à-dire que, en gros, techniquement parlant, architecture, enfin, et l'architecture du projet, je la connais pas très bien, mais en tout cas, ça va permettre de fiabiliser un contenu. Là, admettons, on enregistre ce podcast. Tu peux tout à fait transformer ce que je suis en train de dire avec de l'IA, tu vois, et donc l'info n'est pas fiable. En même temps, il y a peut-être des choses que tu vas avoir à transformer parce que si bah voilà, il y a des choses que tu as besoin de couper ou autre, bah, du coup la bande son sera quand même modifiée. Et du coup, ZK Microphone, ça permet justement de résoudre ce problème-là, c'est-à-dire de pouvoir enfin, fiabiliser l'information tout en pouvant transformer l'aspect éditorial du contenu, quoi. Donc voilà, c'est juste pour en citer un, mais plus généralement, je pense que, enfin, j'espère avoir été clair sur ce que je voulais dire dans la création de modèles économiques qui fiabilisent la vertu de la donnée et la fiabilité de la donnée. Yes, bah écoute, merci beaucoup pour les partages. Et effectivement, j'avais reçu aussi quelques épisodes avant toi, Elliot Tessonnière, qui est le CTO de Nodal, qui développe aussi une nouvelle solution qui s'appelle Click, justement pour authentifier des données. Et puis ouais, tu parlais du FHE. Ouais, j'avais reçu aussi Jason de l'ABI, qui est on va dire le Mm. blockchain évangélisateur de chez Zama. Examen. Donc yes, carrément. Mais il faudra peut-être que j'essaie de recevoir quelqu'un
qui puisse nous parler plus en détail du ZK Proof, parce que j'ai pas forcément fait d'épisode trop en lien avec ce sujet-là, et c'est quand même un sujet vraiment chaud en ce Ouais, c'est un moment. gros sujet, c'est assez transverse, ouais. Sur Ok. plusieurs types de sujets, ouais. Top. Bah écoute, on arrive déjà à la dernière question. Du coup, comme d'hab, alors c'est pas la plus facile. Elle demande un gros effort de projection et une petite prise de risque sur voilà sur comment on voit les choses. Mais bah voilà, si tu devais dessiner ton Web3 idéal dans 10 ans, feuille blanche crayon, qu'est-ce que tu dessinerais sur la feuille? Je sais pas si c'est idéal, parce que j'ai du mal à me faire une vision idéale de ce que moi je voudrais exactement personnellement pour la société. Mais je dirais que, en tout cas, ce vers quoi j'ai l'impression qu'on va tendre, c'est déjà beaucoup moins de projets, mais beaucoup plus de use case. Je pense que les blockchains, il va y avoir des blockchains spécifiques en fait, et j'espère qu'il y en aura plusieurs qui vont se concurrencer parce qu'un monopole, c'est jamais positif, à mon avis. Mais c'est 3-4 blockchains sur différents types de de use case ou différents secteurs d'activité. On voit, hein, de toute façon, une blockchain qui a pour but de traiter de la donnée liée à de la santé n'a pas vocation, n'a pas les mêmes enjeux qu'une blockchain qui est créée pour du gaming, par exemple, tu vois. Du coup, je pense vraiment qu'il va y avoir voilà, différentes verticales comme ça et que les blockchains vont de plus en plus se nicher. En ce qui s'agit de décentralisation, parce que c'est quand même un peu le propre du Web3, je pense qu'il y aura un modèle hybride et c'est pas plus mal à mon avis, puisque la décentralisation, je pense vraiment que c'est un spectre, c'est-à-dire que ce qui est décentralisé pour moi peut ne pas l'être pour toi. Alors, la centralisation, on est d'accord, il y a une définition, mais tu vois, les débats il y a 15 000 validateurs, il y a 5 000 validateurs, il y a 500 validateurs, et du coup, le niveau de décentralisation d'une blockchain à l'autre, finalement, les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas la même vision de la décentralisation. Et je pense que c'est pas grave et que c'est pas toujours souhaitable finalement. On travaille beaucoup, d'ailleurs, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est, je pense, très important dans l'évolution du Web3 sur la compte abstraction, pardon, ça me venait plus, sur la compte abstraction, justement, pour permettre, en gros, je le prends côté utilisateur, vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur de toutes les personnes qui feront des transactions sur la blockchain. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la responsabilité qui va avec la décentralisation aussi, hein. Et c'est pas grave en soi, d'après moi. Le but, et ce qui est vraiment souhaitable par contre, c'est vraiment d'avoir le choix et de faire ça, et de pouvoir faire son choix avec tous les éléments et en toute transparence en fait, et de manière le plus frictionless possible. Donc voilà, écoute, je pense que c'est à peu près ça ma vision. C'est ce sur quoi je pense que c'est souhaitable, c'est de pouvoir avoir le choix tout simplement. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ta vision. C'est intéressant en tout cas d'avoir des arguments plutôt sur du multi-blockchain, parce que pas mal de gens qui ont plutôt fait des projections, tu vois, mono-blockchain, genre non, il y aura que, à la fin il y aura que Ethereum, avec peut-être derrière serait plus la différenciation se fera plus sur les surcouches, tu vois. Mais bon, aujourd'hui par exemple, quand on voit l'essor que prend Solana, bah, je me dis que finalement cette vision, elle est peut-être aussi fortement remise en cause. Enfin, en tout cas, on verra. Bah écoute, merci voilà d'avoir partagé ça. Et puis merci tout court d'avoir pris le temps de faire cet épisode avec moi. C'était super cool de t'avoir ici. Et puis bah écoute, de toute façon on reste en contact, on n'habite pas très loin, donc voilà, on se croise de temps en temps. Et puis bah écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Voilà, je t'en prie. Ouais, bah écoutez, ce que je peux dire, c'est soyez curieux, n'hésitez pas à échanger avec les gens, osez prendre la parole, osez même faire du contenu pour votre propre apprentissage, parce que, comme je dis, c'est pas obligé de le publier, c'est comme ça que j'ai commencé, et finalement, voilà, d'exposer sa pensée, je pense qu'il y a rien de plus gratifiant et il y a rien de plus formateur. Donc voilà ce que je pourrais partager. Et puis, bah, surtout, continuez à vous former, à écouter des podcasts et à voilà, être curieux. Donc, merci Romain pour cette tribune. Ça me fait très plaisir de participer à ce que tu es en train de construire et qui a énormément de sens, je pense. Et voilà, et à très vite. De toute façon, comme tu l'as dit, on n'habite pas très loin. Yes, ça marche. Merci beaucoup Laura. Je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.